Donc je vais vous dire quelques mots de ce livre qui s'appelle donc L'intellectuel compulsif, la réaction philosémite 2, puisque j'ai publié dans chez le même éditeur 2009 La réaction philosémite, qui rétrospectivement s'avère être le 1. Et ce que je vous propose, je vous lis les toutes premières lignes du livre et ensuite je vous en dis quelques mots. L'antisémitisme était une forme singulière du racisme. Le nouvel antisémitisme est une forme singulière de l'antiracisme. Telle est la révolution idéologique opérée en France par un fort courant intellectuel, incarné notamment par un homme dont les acrobaties suscitent l'admiration de quelques-uns, l'étonnement de beaucoup et l'indignation de quelques autres. Appelons-le l'intellectuel compulsif. Ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, c'est Alain Finkielkraut. Et ce qui va donc soutenir l'argument de ce livre, c'est un fait très précis duquel je pars et dont je vais proposer une analyse détaillée. Quel est ce fait? Il est le suivant, c'est qu'en novembre 2003, Arte diffuse un film des réalisateurs israéliens Eyal Sivan et palestinien Michel Cléfi, qui s'appelle Route 181, qui est un documentaire, donc israélo-palestinien, dont l'argument, si vous voulez, est qu'avec leur caméra, ils suivent une route fictive, qui est la frontière de la résolution 181. Ils suivent donc cette route, et ils vont à la rencontre des gens, et ils les interrogent, et ils discutent. Et évidemment, le propos, si vous voulez, l'idée directrice, qui est celle des réalisateurs, et qu'ils vont soumettre à la rencontre aléatoire des gens, leur idée est celle d'un État commun. Un État commun israélo-palestinien qui serait fondé sur l'égalité et indépendamment des questions religieuses, ethniques, etc. Bon. Donc ça, c'est ce film qui est diffusé par Arte. Quelques jours après, donc c'est le 23 novembre qu'il diffusait ce film, et le 29 novembre, donc 6 jours après, dans une émission de radio sur RCJ, Alain Finkielkraut, qui a donc eu le temps, si vous voulez, de méditer, de préparer son intervention, de peser ses mots, accuse tout simplement les réalisateurs, et notamment Eyal Sivan, il parle d'antisémitisme juif, et il dit de ce film que c'est un appel au meurtre. Donc, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que l'argument de ce livre, c'est que ce que j'appelle cette révolution idéologique qui consiste, l'antisémitisme était une forme singulière du racisme, c'est devenu, d'après l'analyse de ces personnes-là, le nouvel antisémitisme serait lui une forme singulière de l'antiracisme. C'est ce qu'on va voir se développer à travers l'analyse que va proposer Finkielkraut lors de cette émission de radio de ce film, l'accusant d'être un film antisémite et l'accusant de manière extrêmement forte, parlant d'un appel au meurtre. Et encore une fois, on est quelques jours après la diffusion du film, il intervient à la radio, il a préparé son affaire. Donc ce livre, sur cette base, ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser ses arguments à lui, l'argument de d'autres qui sont venus à la rescousse ensuite, puisqu'il y a eu une histoire autour de ce film, notamment lors de sa diffusion dans un festival au Centre Pompidou. Il devait y avoir 2 diffusions du film, et il y a eu des pétitions contre, des pétitions pour, et finalement ils ont enlevé une diffusion, ils en ont gardé une seule. Mais bon, donc il y a eu toute une affaire autour de ça, et donc ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser les arguments d'Alain Finkielkraut et consorts, et de les mettre en relation avec le film lui-même. Qu'est-ce que disent ces gens du film et qu'est-ce que dit le film? Ce qui me permet à la fois, si vous voulez, de jouer sur deux registres au moins. Le premier, c'est la déconstruction de ce discours réactionnaire dont la thèse essentielle est de dire qu'au fond, la pensée de l'égalité est au fond une pensée qu'on va qualifier d'antisémite, de manière à la disqualifier, puisque c'est devenu une disqualification particulièrement percutante et forte. Donc c'est l'instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme à des fins idéologiques. Et ce qui me permet, dans un deuxième niveau, évidemment, en analysant le film lui-même, de parler de la question du conflit israélo-palestinien et de la manière
dont ce courant-là s'approprie cette question-là, par différence avec la manière dont les réalisateurs eux-mêmes, quelle était leur approche de ce conflit. Et donc voilà, je crois que Il y a une chose qu'il faut quand même peut-être, excuse-moi, que tu précises, c'est, comme disait l'autre, de quel divan tu parles. Tu as un rapport, y compris professionnel, tu pourrais peut-être faire un bref CV, nous expliquer quel est ton rapport avec ces questions-là, y compris professionnel, dans ta carrière, et le rapport que tu peux avoir avec certaines institutions qui sont associées aux gens dont on a commencé de parler et dont on va reparler. Mon rapport professionnel avec cette question-là, soyons très clairs, moi j'ai une formation de philosophe et de talmudiste. J'ai étudié le Talmud pendant de nombreuses années, j'ai étudié la philosophie pendant de nombreuses années, donc je me présente, vous savez, dans la 4e couverture, il faut se présenter, on ne sait jamais trop comment faire. Si on est professeur d'université, on dit professeur d'université, si on est nulle part, il faut trouver un truc. Donc moi je mets philosophe et talmudiste. Je n'ai pas ensuite de rapport... ensuite, si je suis franco-israélien. Oui. Bah, le rapport quand même au centre d'études lévinassiennes, tu peux peut-être l'évoquer. Quel rapport? Tu n'as jamais travaillé Non. Ah, non. Bon, pour info, tu peux rappeler qui a créé le centre d'études lévinassiennes. C'est Benny Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, mais qui ne sont pas tout à fait là. La question du centre d'études lévinassiennes, l'Institut d'études lévinassiennes, en l'occurrence fondé au début des années 2000, là n'est pas au cœur du tout. Non, bien sûr. Non, j'évoquais ça pour dire que c'est malgré tout dans ce contexte-là, puisque tu as également travaillé à Jérusalem. J'ai vécu là-bas. Tu as vécu là-bas, y compris, tu as développé aussi une partie de ton travail intellectuel et théorique là-bas. Et c'était en rapport avec l'incipit, la présentation que j'ai faite, c'est que à cause de ça, de son CV, comme j'ai dit, et de cette histoire, que le problème que pose Yvan Segré à ces intellectuels compulsifs, et à d'autres dont on va parler, au motif que l'argument, la plupart du temps, est l'antisémitisme, c'est-à-dire ces gens-là sont des antisémites, évidemment, pose problème dans le cas de Yvan, et y compris la méthode qu'il va utiliser. Il vous a expliqué qu'il était talmudiste. Alors, le livre est quand même un livre extrêmement sérieux, documenté, mais où la méthodologie est quand même inspirée de ton travail de talmudiste. Tu peux peut-être expliquer ça, et ça donne un tour un peu sarcastique quand même à la critique qui est faite de ces intellectuels-là. Est-ce que je sollicite ton travail, ou est-ce que tu veux préciser quelque chose à propos de ça? Sur la méthode que tu appelles talmudique, ça m'est... Enfin, l'étude, on va dire. Ça m'est difficile, c'est sûr que j'ai une approche, disons... ça, je m'intéresse à l'analyse des textes, c'est mon métier. C'est ce que je voulais dire. Ça m'aide, effectivement, quand on peut développer ça dans différents registres. Donc là, c'est un registre qui joue à la fois sur le niveau de la construction d'un discours réactionnaire, l'analyse d'un film, et sous-jacent aussi la situation du conflit israélo-palestinien. Ça joue sur ces trois niveaux-là. Simplement, oui, ce que tu faisais allusion au fait que, bon, bah, comme on sait, évidemment, sur ces questions-là, l'accusation d'antisémitisme étant l'arme massue comme ça, alors dans mon cas, on pourrait penser effectivement, c'est beaucoup plus délicat de la manier. Quand ils ont affaire à quelqu'un, effectivement, qui a passé de nombreuses années à étudier le Talmud, qui connaît bien les lieux d'orthodoxie juive en Israël, etc. Mais quand même, à titre, puisque tu en parles, quand même à titre anecdotique, sachez que c'était pas forcément su par tout le monde, et quand j'ai sorti la réaction philosémite 1, il y a quand même un type qui n'était pas au courant, et il n'était pas encore au courant, et dans Actualité juive, un professeur d'université à Strasbourg a dit que c'était un nouveau protocole des sages de Sion. Donc, c'est pas non plus une protection. Non, mais, tu sais, mais celui-là, il n'était pas au courant. Mais comme les autres sont au courant, et encore une fois, c'est pour expliquer pourquoi le livre fait l'objet d'une omerta, le premier de la même manière, hein, une omerta totale. Alors que, évidemment, une des raisons de cette soirée, c'est de vous inviter à le découvrir. Oui, alors le point que je voulais rajouter quand même dans la présentation, effectivement, c'est que ce qui m'intéresse aussi, évidemment ce qui est intéressant, c'est et au terme de cet ouvrage, c'est de comprendre malgré tout également, à la fois, je crois, il faut avoir à l'esprit deux contextes. Un,
vous savez que vous avez entendu parler là, des formules aussi bien, je sais pas, de Georges Bensoussan qui est invité chez Finkielkraut et qui dit que les Arabes têtent l'antisémitisme avec le lait de leur mère. C'est un truc d'ailleurs, je parlais, Grégoire Chamaillou me disait que c'était une formule que Shamir avait utilisée dans les années 80 à propos des Polonais, enfin. Et donc ce sont des trucs comme ça qu'on utilise à chaque fois pour des raisons idéologiques très précises, très contemporaines. L'autre, alors en parlant, puis je vais bientôt te laisser la parole, juste un mot, c'est que Georges Bensoussan d'ailleurs ressort en poche les territoires perdus de la République, que j'avais analysé en détail dans le Réaction philosémique 1, et puis vous avez entendu la formule de Netanyahou qui est prêt à dire quasiment que Hitler au fond c'était un brave type qui a été manipulé par les Arabes. Donc il faut avoir ça à l'esprit, il faut aussi avoir à l'esprit quelque chose qui est que lorsque Alain Finkielkraut est nommé à l'Académie française, c'est quand même un certain discours aussi qui est qualifié, validé. Oui, plus que ça, consacré. Consacré, absolument. Donc, il faut prendre la mesure. N'allez pas penser que c'est propre que ce type d'idéologie hyper réactionnaire est propre à l'État d'Israël. On voit tout à fait la proximité idéologique à ce niveau-là. Et voilà, on fait le tour un petit peu. Bon, j'espère que je ne vais pas monopoliser la parole parce que entre un individu sur lequel tu centres ta déconstruction, bien que le terme, on pourrait aussi le mettre entre guillemets, en raison d'un ouvrage qui vient de sortir, moi j'ai affaire depuis longtemps, je dirais depuis la fin des années 70, à une série d'intellectuels qui ont une caractéristique commune. C'est au départ d'être des intellectuels de gauche, comme on disait, voire d'extrême gauche, et à l'arrivée d'être des intellectuels de droite, j'hésite pas à le dire. Différents types de droite, sauf l'extrême droite. On n'en est pas encore là. Et ces intellectuels, cette trajectoire, ce cheminement, il faut tout de même l'expliquer. Pas l'expliquer par l'opportunisme, la fragilité de caractère, un effet de suivisme, etc. Il faut essayer de le replacer dans un contexte de classe. Bon, je suis marxiste, mais en même temps anarchiste. Alors, évidemment, le camarade Dominique dit quel degré de compatibilité entre, disons, anarcho-marxien. C'est-à-dire que je n'adhère pas au marxisme d'appareil, de parti et de régime, mais j'adhère, disons, non seulement à la pensée de Marx, mais à tous ceux qui ne l'ont pas trahi, même si on peut discuter des interprétations qui en ont été données depuis les conseillistes des années 20, en continuant jusqu'à la socialisme ou barbarie, etc. Toujours est-il que je ne pense pas que l'on puisse parler, de toute façon, de la production intellectuelle sans la resituer dans le contexte socio-économique et culturel de cette production. Alors, je fais partie de cette génération. J'ai le même âge que les gens, plus ou moins, que je critique, hein, mis à part celui dont je parlerai en fin de course, un nouveau venu sur la scène médiatique qui occupe une place énorme, de plus en plus, comment dirais-je, hors de proportion. C'est pas pour rien que le camarade Dominique l'appelle Michel Enflé, et ça ne s'arrange pas. Hein, quand on voit le dernier éditorial du Point, Michel Onfray bouscule qu'est-ce qu'il bouscule? La gauche, il bouscule. Hein. Après que Debré l'ait achevé. Oui, Debré l'a achevé. Oui, alors ça, on y reviendra sur cet autre numéro 18 pages consacré par un journal de droite, d'ailleurs copiloté par Bernard-Henri Lévy, à Régis Debray, avec lequel, tout au long de leur carrière respective, ils se sont fâchés, réconciliés, ça fait partie du jeu. Et je vais revenir. Là, je vais revenir sur ce point. Alors, je disais, pourquoi ces gens-là se sont-ils trouvés à un moment donné, à un moment pendant plusieurs années, dans les années 60, jusque dans les années, on pourrait dire, 72-73, situés à gauche, voire à l'extrême gauche. Hein, maoïste, trotskiste, tout ce qu'on voudra, anarchiste, ou libertaire plutôt. Et ma thèse, mais celle-là je ne vais pas la développer longtemps parce qu'elle a été développée, je crois plus ou moins dans une autre vidéo, c'est celle d'une classe sociale
la petite bourgeoisie intellectuelle, dont nous faisons tous partie ici, moi compris évidemment, qui se trouvait dans une situation contradictoire dans l'Europe du Sud. Dans l'Europe du Nord, cette petite bourgeoisie intellectuelle, somme toute, a fini par s'intégrer très rapidement, sans être passée par la phase gauchiste, dans les appareils d'État. Qu'il s'agisse non seulement de l'université, de la recherche, mais même dans la classe dirigeante, à travers les partis sociodémocrates et les syndicats. On parlait du socialisme scandinave, les partis travaillistes, même aux États-Unis, hein, les démocrates, etc. Ces gens-là n'ont pas du tout connu cette trajectoire bizarre qui fait passer une classe entière de la gauche, je le répète, voire de l'extrême gauche, jusqu'à la droite. Raison. Raison, c'est que l'ascension irrésistible de cette classe ne s'est pas produite durant les années 60, et 50 d'abord, 60 surtout, étant donné que ce sont des gens qui sont nés entre les années 40 et 50, en gros, pour la raison suivante, c'est que, bien qu'ils soient extrêmement importants, ces gens-là, enfin cette classe, numériquement, en pourcentage, dans la population des différents pays de l'Europe du Sud. Quand je parle de l'Europe du Sud, je parle de la France, bien évidemment, mais aussi de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la Grèce. Elle était non seulement importante sur le plan démographique, on va dire, elle est importante sur le plan économique, parce que c'était enseignants, chercheurs, cadres, techniciens, ingénieurs, après il y aura les gens qui travaillent dans la communication, les arts, etc. Elle était extrêmement importante aussi sur le plan culturel, c'est elle qui donnait le là en matière d'innovation culturelle. Hein, on ne comprendrait pas le succès, même l'apparition d'un Georges Brassens ou d'un Léo Ferré, ou d'un courant cinématographique qui s'appelle la Nouvelle Vague, si on ne faisait abstraction de l'existence de cette classe et de son ascension, étant donné que ces chansons et ces films reflétaient la vision du monde de cette classe montante, vision du monde très critique, anticonformiste, contestataire, à tous les mots qui étaient utilisés à l'époque. Le problème, c'est que cette classe-là, sur le plan politique, et c'est ce qui explique sa radicalisation, à gauche, voire à l'extrême gauche, c'est qu'elle était verrouillée dans son ascension. En France, il y avait un régime, c'était la Ve République, un régime centralisé, autoritaire, technocratique, avec un chef en haut, un régime issu d'un coup d'État. Il ne faut pas oublier que le 13 mai, ça a été un coup d'État. Hein. Même François Mitterrand, qui fera disparaître le livre pendant qu'il sera au pouvoir, mais avait quand même appelé la Ve République coup d'État permanent. Hein. Étant donné qu'il y avait des articles dans la Constitution qui pouvaient instaurer légalement la dictature, le fameux article 16, qui suspend toutes les garanties de l'état de droit pour instaurer une dictature. Bon, la Constitution de la Ve République, le général de Gaulle, un parti godillot, comme on disait, aux ordres, avec une assemblée largement monocolore, laissait aucun espace politique à cette nouvelle classe montante. Il y avait bien une autre petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie traditionnelle, issus de la petite production marchande, hein, petits paysans, artisans, commerçants, etc. C'était la base, si on peut dire, électorale des partis de droite. Mais la petite bourgeoisie intellectuelle, elle était prise finalement dans cette contradiction qui faisait que plus elle croissait en importance, moins son existence était reconnue comme classe qui pouvait co-gérer le système capitaliste. Alors ils se sont radicalisés au point de non seulement d'être contre le gouvernement de l'époque, mais même contre le régime. Alors, en ce qui concerne la France, c'était la Ve République, mais même contre le capitalisme pour les plus excités, les plus radicaux. Et il s'est passé la chose. Et alors, les intellectuels, la caste intellectuelle, étaient en fait les intellectuels organiques, pour utiliser un concept gramscien, non pas des classes populaires, comme il imaginait. C'était généralement des intellectuels sans contact aucun avec les classes populaires. C'est pour ça qu'ils fixeront un rendez-vous à la classe ouvrière qui sera un rendez-vous manqué. Ils en voudront beaucoup au Parti communiste de contribuer à faire que ce rendez-vous soit un rendez-vous manqué. Mais il faut bien reconnaître que sociologiquement et politiquement, c'était une classe, comme on le dira plus tard, déconnectée des classes populaires. On y reviendra parce qu'on est un peu dans cette situation aujourd'hui. On dit hors sol maintenant. Hors sol, bon. Hors sol, dans des ghettos universitaires et autres. Bien, cette classe-là, donc, va se radicaliser et, au lieu d'être les intellectuels organiques des classes populaires, ils vont être... Alors, il y en a un qui a découvert, ou fin de découvrir le poteau rose, il fait partie de cette classe
C'est un idéologue du social-libéralisme, de la deuxième droite, comme je l'appelle, hein, de la gauche américaine, comme l'appelait Jean-Pierre Chevènement avant d'arriver au pouvoir, en 1981. C'est un historien appelé Jacques Julliard, qui est un idéologue du Nouvel Observateur. C'est toute la bande de Jacques Delors, enfin je ne vais pas faire la série, Alain Touraine pour la sociologie. Et il disait, mais ça il a eu raison, mais il l'a découvert beaucoup plus tard, dans un article, 2 pages, sorti dans le Nouvel Obs, les intellectuels ne sont devenus que les intellectuels organiques de leur propre classe. C'est tout de même intéressant, c'est-à-dire pas ceux de la bourgeoisie, ni ceux du prolétariat ou des classes exploitées, mais d'eux-mêmes. Hein. Se crée une vision propre. Cette vision, on va voir sur quoi elle débouche après. Alors, radicalisation qui conduit, bon, mai 68, on le sait, je ne parlerai pas du mai ouvrier, il y en a eu un, d'ailleurs c'était pas un mai, ça s'est passé avant, il y a eu beaucoup de grèves dans les années 67, début 68, avant mai 68, notamment à Saint-Nazaire, au Mans, etc. Mais c'était des grèves qui étaient des grèves, on pourrait dire, de type traditionnel, de revendication dans le cadre, il ne faut pas l'oublier, des soi-disant 30 glorieuses, hein, pour des augmentations de salaire et de nouveaux avantages. Non, de nouvelles conquêtes sociales. Mais le mai 68, c'est avant tout, ils ont monopolisé finalement la date. Si on, mai 68, ça a rendu un mai néo-petit bourgeois, je dirais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la classe dirigeante en France n'est pas plus bête qu'une autre. Si la classe dirigeante était bête, elle ne pourrait pas rester aussi longtemps au pouvoir. Il y a des secteurs éclairés. Et dans ces secteurs éclairés, il y a non seulement des dirigeants politiques, il y a des experts, il y a même des intellectuels aussi, qui ont bien compris ce qu'était l'enjeu, en fait, de mai 68. Alors là, je ne reviens pas, puisque j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, sur un entretien avec Georges Pompidou, que j'ai eu l'occasion d'avoir, dans des circonstances particulières, mais finalement, nos analyses concordaient sur mai 68. Pour Georges Pompidou, mai 68, c'était la révolution finalement d'une jeunesse aisée, cultivée, qui aspirait au pouvoir. Ces aspirations ne pouvaient pas être réalisées. Bon, ben, la solution, ça n'était pas la répression, contrairement à ce que croyait le général de Gaulle, mais Pompidou m'avait dit, vous savez, monsieur le général de Gaulle, il est un peu vieille France, il ne comprend pas du tout cette jeunesse. Il voulait, vous le savez comme moi, faire déloger les gauchistes qui occupaient la cour intérieure de la Sorbonne par les parachutistes du général tortionnaire en chef Massu. Et il a fait Pompidou, avec le ministre de l'Éducation de l'époque, un homme très intelligent, un politicien chevronné de la 4ème République, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, Edgar Faure, plus Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, qui avait bien compris de quoi il s'agissait aussi, et ils ont expliqué à De Gaulle qu'on pouvait dégager la Sorbonne sans un mort, si on comprenait que les gens qui étaient en train de brandir des portraits de Che Guevara, de Lénine, de Mao, avec des fanions rouges et noirs, etc., c'était des agités, qui, somme toute, réclamaient du pouvoir, mais pas le pouvoir, et qu'il fallait leur accorder. Et Pompidou a eu cette phrase, enfin, du moins, il m'a dit qu'il avait dit au général de Gaulle, mon général, ces gens-là, c'est la future élite du pays, on ne tire pas sur l'élite du pays. Et d'ailleurs, c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'ils le sont devenus. Voilà. Ils sont devenus l'élite. Sur 68, pour qu'on en vienne peut-être déjà aux années 80. Voilà. Alors aujourd'hui, ces gens-là, après, ont leur irrésistible ascension a continué. Conquête des appareils culturels, des appareils... Mais c'était une conquête pacifique. Sous le sceau de la nouvelle société, ça c'était un gymnique mis au point par les communicants de Jacques Delors, la nouvelle société. Après, on aura le libéralisme avancé, ça sera un slogan giscardien, mais en même temps s'ouvrait justement un avenir à toutes ces classes à travers la conquête des appareils d'État, culturels notamment et scolaires et de recherche. Ensuite, deuxième étape, la conquête des appareils du pouvoir local, municipal, la vague rouge de 1977. Les grandes villes sont conquises beaucoup par les partis de gauche. Et puis l'apothéose, vous la connaissez comme moi, mai 81. Alors ces gens-là sont arrivés au pouvoir. 81, Jack Lang étant le cornaqueur en chef de cette ascension sur le plan culturel. Et ces gens-là sont devenus les intellectuels dominants qui passaient encore à gauche. Ils sont arrivés avec un gouvernement dit de gauche. Il ne faut pas l'oublier. Il
faut pas oublier quand même, pour les plus anciens le savent, qu'ils sont arrivés avec comme thématique, surtout qu'ils étaient alliés au Parti communiste, qui va se faire plumer d'ailleurs, dans cette affaire, avec un slogan « Rupture avec le capitalisme ». Ça va pas durer longtemps. Hein. 1920, 82, début 83, paf, le fameux tournant de la rigueur, orchestré par cet infâme Fabius. Bien. Et puis Jacques Delors aux manettes. Hein, ça c'est pour mettre des noms, hein, tout ça c'est très collectif. Et alors ces gens-là, à partir du moment où ils vont être intégrés d'une manière ou d'une autre, non seulement dans l'appareil d'État, mais on pourrait dire, ce qui va jouer un rôle de plus en plus important, puisqu'on en arrive à l'actualité, dans les médias, ils vont avoir une connivence avec les médias, hein, non seulement les journaux, les revues, la télévision, hein, bien, vous le savez comme moi. D'ailleurs, on pourrait qualifier ce qui se met en place dans les années 80, c'est, pour paraphraser le général Eisenhower, qui avait parlé du danger que constituait aux États-Unis le complexe militaro-industriel. Là, on va avoir un complexe médiatico-intellectuel, où le succès d'un théoricien, ou d'un pseudo-théoricien, peu importe si on polémique, hein, d'un intellectuel va être fonction de l'utilisation des médias. Les médias ont besoin d'eux pour, somme toute, avoir un alibi culturel. Puis les médias, on le sait que dans une société capitaliste, l'idéologie est dominante, c'est pas par la vertu du Saint-Esprit, c'est à travers tout un système médiatique, et ces gens-là vont être les porte-paroles de la classe dirigeante dans une phase, faut pas l'oublier, de crise du capitalisme, qui a commencé la fin des Trente Glorieuses en France. Elle date environ 73-74. C'est pas seulement le pétrole, hein, entre parenthèses, mais je rentre pas sur l'économie, Frédéric Lordon le ferait beaucoup mieux que moi. Bien, alors, cette classe-là va devenir, en fait, non seulement porte-parole, mais la productrice d'une idéologie justifiant l'ordre établi. Et ça va donner lieu à des retournements de veste, puisque tous sont originaires de la gauche, et je le répète, voire de l'extrême gauche, retournements de veste spectaculaires, dont, disons, le plus spectaculaire est l'avènement de la nouvelle philosophie, qui est une philosophie vraiment de bas de gamme, fondée justement, fondamentalement sur les médias, avec tout le support de la presse dite de gauche. Libération vire à droite, avec Serge July, c'est un renégat de premier ordre, hein. Faut pas oublier, il était pour la guerre civile, etc., Mao, machin, mais c'est un nouvel observateur, hein. Et puis on va prendre peu à peu avec la télévision, ensuite ça sera avec Internet, là j'anticipe. Je veux dire que ces gens-là vont devenir extrêmement influents, parce que s'ils se contentaient, somme toute, de diffuser une idéologie que l'on pourrait combattre plus ou moins facilement en la réfutant par une argumentation. Mais c'est que ces gens-là influent aussi, d'un côté, sur ce qu'on appelle l'opinion publique, qui n'existe pas, dirait Pierre Bourdieu, hein, qui formate plutôt qu'elle ne forme l'opinion publique, mais aussi influer sur les dirigeants capitalistes. Il va y avoir une influence, les dirigeants capitalistes, pas tellement les chefs d'entreprise, même si le New Management doit beaucoup aussi à ces gens-là, sous couvert, on va transformer l'autogestion, vous savez, en participation, etc. On va essayer de mettre... On a eu un célèbre maoïste qui est devenu conseiller du MEDEF, je ne me souviens plus son nom. Quelqu'un pourra peut-être... Hein? Non. Denis Kessler. Voilà. Kessler. Et donc, ces gens-là vont donc devenir omniprésents par les médias et vont jouer un rôle influent dans la mobilisation de la classe dirigeante pour défendre ses intérêts. Et notamment, moi j'insiste beaucoup sur cet aspect parce qu'il est complètement d'actualité, non seulement ils vont justifier la rigueur, bien entendu. Hein, ça c'est connu, ils vont expliquer qu'il faut en finir avec les vieux concepts. Oui, ça s'appelait l'austérité du temps de Raymond Barre, à droite. On va simplement accentuer l'austérité et on va le rebaptiser rigueur. Hein, oui, c'est redevenu l'austérité aujourd'hui, c'est ça. De facto, c'est l'austérité, mais ils disent maintenant austérité, ils disent autre chose, hein, ils ont d'autres termes. Mais ces manipulations, alors eux, naturellement, rejet de ce qu'ils avaient adoré, le marxisme, ou du moins certains types de marxisme. Et, tous les mots qui renvoient à domination, exploitation, plus-value,
patron, etc. Tout ça, ça doit être expurgé du vocabulaire. Donc, il faut désarmer, en fait, les classes populaires en les privant même du langage qui leur permettait d'exprimer leurs revendications, leur mécontentement ou leur souffrance, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est très spectaculaire, qui est d'actualité, c'est que ce complexe médiatico-intellectuel va jouer le rôle de complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont pousser à la guerre. Ils vont pousser à la guerre dès, on peut le dire, ça commencera très tôt. Ça commencera parce que l'Union soviétique existait encore, il ne faut pas l'oublier, va s'effondrer, vous le savez, après 89, du siècle dernier, et on va bientôt voir apparaître au sein même des anciens intellectuels marxistes ou trotskistes, maoïstes, voire que certains anards, à nouveau le péril rouge. Hein, les plus vieux se rappelleront peut-être de la crise des fusées, des eurofusées. On appelait ça les eurofusées dans les médias. À savoir que la Russie voulait installer des SS-20, des fusées à longue portée, ou à moyenne portée plutôt. Donc il fallait se défendre, et les Américains allaient offrir aux Européens les fusées Pershing 2. Alors il va y avoir déjà toute une série de débats contre l'ennemi principal, qui ne va plus être l'impérialisme états-unien, comme c'était le cas dans les années 60 parmi les gauchos jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, on dira. Mais ça va être maintenant l'ennemi numéro un, ça va être un nouvel ennemi héréditaire, ça va être la Russie, enfin la Russie soviétique, voilà. Alors là, ça va commencer déjà cette campagne, on verra des discours absolument incroyables, je ne vais pas, il faut qu'on arrive à l'actualité. André Glucksmann, assez virulent. Très virulent, il y en a d'autres qui vont virer. Alors la ex-maoïste quand même. Oui, tous sont des ex, on peut dire, sans exception. Sauf, si même mon frère, je vais y arriver. Mais une autre étape chronologique. Alors il va se passer, deuxième étape, alors je résume, ça va être, les Américains vont plus sentir, l'Europe va plus sentir, la droite va plus sentir au niveau international, au niveau géopolitique, ça va être l'optique, disons l'horizon pour l'Europe, ça va être le démantèlement d'un État qui par sa neutralité, ses expériences autogestionnaires, son fonctionnement social, constitue un obstacle à l'expansion du capitalisme en Europe, y compris notamment pour l'acheminement du pétrole, etc. Cet État, vous l'avez deviné, c'est la Yougoslavie. Et là va commencer à se mettre en place une stratégie qui est complètement d'actualité, parce que c'est exactement la même qui va être utilisée plus tard contre 1. l'Irak, 2. la Libye, 3. aujourd'hui la Syrie. C'est le démembrement de cet État. L'Ukraine aussi. Ah, on pourrait parler aussi de l'Ukraine. Bon, on peut parler je pourrais parler de... Alors je vous citerai une citation de Bernard-Henri Lévy sur la place Maïdan, qui vend son pesant de choucroute. Ouais. C'est pas la choucroute, là-bas c'est plutôt... Du borsch, oui. Alors pour en venir là, démantèlement de l'État, démembrement d'un pays, pour transformer ça en petit État dérisoire, en utilisant une stratégie d'ethnicisation et de confessionnalisation des luttes, et en s'appuyant sur, notamment, les groupes djihadistes. Il faut quand même savoir, on le sait maintenant, on le sait, mais c'est pas répandu, mais vous savez qu'à l'époque, les plus fervents acteurs idéologiques du démantèlement de la Yougoslavie, c'est bien entendu, enfin je dis bien Finkelkraut, notamment pour ce qui est de la Croatie, puisqu'il avait un surnom, Finkelkraut. Il faut savoir que, oui, c'est le surnom qu'on donnait, y compris au Canard enchaîné. Il faut savoir quand même que le leader, je le dis tout de même, lui donne des leçons d'antisémitisme à tout le monde. Franjo Tudjman, leader de la Croatie, était un antisémite notoire. Il ne faut pas l'oublier. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, défendait le régime des Ustachi. Le régime des Ustachi, pour ceux qui ne savent pas, c'était un régime croate ultranationaliste, ultra-antisémite, avec des massacres à la chaîne, non seulement d'ailleurs de juifs, mais également de serbes et de tziganes, qui étaient, comment dirais-je, téléguidés, associés au Troisième Reich. Déjà aux nazis. Oui, aux nazis, oui. Oui, parce excuse-moi, on va peut-être
pour revenir au sujet, je vais un petit peu te réfréner. Tu peux me piloter, oui. Et donc, on va peut-être passer tout de suite à l'épisode ukrainien, parce qu'il y a quand même un rapport très direct, y compris au travers de l'épisode historique que tu viens de raconter, parce qu'on voit très bien la connivence avec les néo-nazis aujourd'hui. Oui, ça, en Ukraine. il faut se dire que ces anti... Alors, ceux-là même qui nous reprochent, j'entends, les gens critiques, qui prennent, comment dirais-je, comme argument contre ce que l'on pourrait dire à propos des stratégies. Qui rendent impossible le débat en France. Qui rendent impossible le débat en France. Et serait victime avant tout si on dit, Michel Onfray. Si on dit que... Alors je reviens tout de suite au Moyen-Orient parce que ça va directement aller vers l'Ukraine. Si on dit que Al-Nosra, c'est une des organisations les plus importantes qui s'est donc effectivement liée à Al-Qaïda en cours de route il y a 2 ans, est une organisation terroriste. Non. Laurent Fabius a dit il y a 2 ans publiquement que Al-Nosra faisait du bon boulot. Tout ce qui est contre Bachar el-Assad, c'est bon. Hein? La différence entre Al-Nosra et l'État islamique, c'est dans leurs vidéos publicitaires, on décapite dans les vidéos de l'État islamique. Al-Nosra montre des militants, si on peut dire, djihadistes qui mangent le cœur de l'ennemi, c'est-à-dire des soldats du régime. C'est plus modéré. Je ne sais pas s'ils mangeaient le cœur des soldats, mais c'est une organisation archi-terroriste qui a massacré. Il ne faut pas oublier non plus, alors c'est là tout se lit, que les combattants blessés de Al-Nosra qui sont du côté du Golan sont soignés dans les hôpitaux israéliens et après renvoyés quand ils sont en état de marche sur le front. Tout ça se sait. Tout ça se sait. Simplement, ça ne se sait pas en France, sauf qu'il faut aller chercher mais ça se sait dans la presse. La presse, je dis bien, états-unienne. De nouveau un petit peu, tu nous avais parlé d'une citation de BHL à Maïdan pour ça va me permettre d'introduire un je vais passer. Alors vous savez que BHL se montre là où ça barde. Hein. À chaque fois, il enfile son treillis, des fois il enfile réellement d'ailleurs, hein, il a ses Rangers dans la tête, et il vient donner un coup de main, il a fait le coup en Afghanistan, il a fait le coup dans plein d'endroits. Surtout. Voilà. Alors, il est allé en Libye, n'en parlons pas, en Libye là. Bon, de toute façon... Donc à Maïdan. De toute façon, Kadhafi devait être éliminé. Il est dit, dans l'imaginaire occidental, démocrate, etc., qu'un dirigeant qui gêne ne doit pas mourir dans son lit. Hein, que ce soit Milosevic, il est mort dans un lit, mais on ne sait pas encore comment il est mort dans sa prison, que ce soit Saddam Hussein, qui a été prisonnier, qui a été pendu avec un procès à la mort moelle, passez-moi l'expression, Kadhafi, vous savez comment il est mort, lynché, etc. Et on aimerait bien que Bachar, qui ne mériterait pas d'être sur Terre, a dit Laurent Fabius, comme si le ministre du sang contaminé le ministre du sang contaminé de la rigueur mériterait d'être sur Terre, je crois qu'on pourrait aussi s'en passer. Bon, alors BHL à Maïdan, grand discours, enfin à la fin du discours, voilà ce qu'il dit. Il y a en chaque citoyen du Maïdan plus d'histoire et de culture que dans le Matamor de Sotchi. Vous avez deviné que le Matamor de Sotchi, lieu des Jeux Olympiques russes, c'est Poutine. Ce Tarzan qui n'est qu'un Popeye, ce faux-fort qui est un vrai ennemi de Sainte-Sophie et de sa sagesse. Fin de citation. On en est là. Voilà où en est l'intelligentsia française. Hein? Poutine, c'est l'homme... Parce que on a diabolisé le nouvel Hitler des Balkans, c'était Milosevic, et l'Hitler du Moyen-Orient, c'était donc Saddam Hussein, après il y a eu Kadhafi, mais maintenant il y a un nouvel Hitler, c'est évidemment Bachar, mais il y a le super Hitler, attention maintenant, il faut voir, c'est Poutine, évidemment, qui manipule tout, etc., qui envoie ses fusées, en plus ces fusées, au lieu de tirer à côté comme font les autres, hein, et puis de protéger Al-Nosra, et puis même, en ce qui concerne l'État islamique, les cibles manquées, etc., la France qui effectivement envoie des cibles sur des camps qui sont déjà évacués. Là, le problème, c'est que les Russes envoient des fusées là où il y a des djihadistes. Alors ça va pas, là, hein, c'est pas bon. Alors, l'Ukraine, c'est la même chose. Il faut savoir une chose, c'est quand le père Bernard-Henri Lévy faisait son discours, il y a une vidéo, pas toute, mais il y a une vidéo où l'on voit en background, parce qu'on voit Bernard-Henri Lévy, mais l'autre qui montre la foule, il y en a une, on voit les drapeaux des Oustachis. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, alors les Oustachis, les néo-Oustachis, c'est les rabbins.
les néo-Oustatchi, que sont Svoboda, qui sont des nazis, et Pravisektor. Hein. Et je vous signale une chose, cette année, au mois d'août, il y a eu une célébration d'une victoire Oustatchi pendant la guerre mondiale, donc appuyée par les nazis, et où on voyait des drapeaux dans la rue, là on peut voir les vidéos, là c'est les drapeaux Oustatchi carrément, avec les petits carreaux noirs et blancs, etc. C'est pour dire que ces gens qui donnent des leçons d'antifascisme à tout le monde ne craignent pas de s'allier ou d'appuyer des, comment dirais-je, des organisations qui sont des organisations réactionnaires. Là, je t'arrête, très provisoirement. Je voudrais rendre la parole à Yvan, qui a peut-être un commentaire là-dessus, mais surtout pour évoquer ce qu'on a évoqué au début de la soirée, c'est-à-dire, rappelons que le thème, c'est donc l'ostracisme dont sont victimes les intellectuels, qui ne peuvent pas se défendre valablement, qui sont accusés injustement, mais dont chacun sait qu'ils sont quand même absolument omniprésents dans les médias. Notamment ceux dont on vient de parler, d'autres dont on a un petit peu parlé, et certains dont on a à peine parlé, mais dont on va reparler après. Le problème qu'a Yvan, c'est que singulièrement sur cette série d'ouvrages, Réaction philosémite 1, Réaction philosémite 2, la manière dont il est combattu, c'est qu'il n'y a effectivement absolument aucun débat. Il n'y a pas de débat du tout sur les livres qu'a écrit Yvan. Ils ne sont absolument pas évoqués, alors qu'il y a des attaques quand même assez explicites et très argumentées, c'est pour ça que je parlais de l'étude tout à l'heure, contre certains d'entre eux, au premier chef Finkielkraut, mais pas que lui. Alors, dans ce contexte-là, je voudrais repasser la parole à Yvan pour qu'après cette longue analyse et la genèse que nous a résumé d'analyse, la genèse historique que nous a fait un témoin qui a vécu tout ça et qui connaît, y compris personnellement, certains des personnages dont on va parler tout à l'heure. Quel est ton point de vue d'acteur de génération postérieure sur cette manière dont s'instaure ou ne s'instaure pas un prétendu débat et la manière dont c'est exploité ou pas du tout instrumentalisé quand il y a une vraie dialectique, quand il y a une vraie confrontation d'idées telle que celle que tu proposes dans tes ouvrages. Bon, tu sais bien que ce sont des quand les textes les dérangent. Bon, l'arme absolue, c'est de ne pas en parler. Voilà. C'est très clair, c'est très simple. Je voudrais revenir un petit peu sur... parce que dans ton analyse, tu es parti d'un point qui est au fond la question d'une certaine catégorie d'intellectuels ou de révolutionnaires qui se sont ensuite avérés être les fossoyeurs des idées. D'ailleurs, je voudrais lire... Et après, dans cette analyse, tu es parti sur des considérations de politique internationale un peu rapides. Et je sais pas, Fabius et Assad. Moi, j'aime pas beaucoup Fabius, mais Assad, il est quand même pas non plus une référence. Je ne le présente pas comme un ange. Non, mais pas plus que Milosevic ou Kadhafi. Hein. Alors, disons que voilà, il y avait deux temps dans ton analyse. Un premier temps concernant ces révolutionnaires qui ensuite ont été les fossoyeurs des idées que jeunes ils ont défendues. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir. Et je voudrais revenir en citant un passage donc, de ce livre, la deuxième droite, donc de Garnier et Genevert. Voilà. Or, chacun devrait le savoir, la manière dont un groupe se représente sa propre réalité fait partie de sa réalité. Aussi, à force de discréditer pour crime de lèse-modernité les conceptualisations que la classe ouvrière a utilisées tout au long de son histoire pour définir son identité, la deuxième droite, donc la gauche entre guillemets, il appelle la deuxième droite, a contribué à l'ultime des possessions, celle des moyens de production intellectuelle qui avaient permis au prolétariat de forger sa pensée politique et par conséquent d'exister politiquement. C'est le cœur du problème. Et alors, la question que je te pose, c'est que, en même temps, ces moyens intellectuels du prolétariat ont aussi été historiquement le fait de gens qui venaient pas de la classe prolétaire. Donc tu vois bien que la question la question que je veux te poser, c'est que la question de cette, disons, trahison pour aller vite
ces gens qui avaient certains idéaux. C'est un terme que tu as utilisé toi-même, tu as repris Binda, la trahison des clercs. Oui, dans le précédent. Ce que je veux dire, c'est que tu avais l'air évidemment, de montrer que là, c'est comme une sorte de déterminisme social qui fait qu'en fait, c'est à partir de cette grille de lecture qui permet de comprendre comment ils ont été, au fond, logiquement, les acteurs de leur propre classe sociale, de leur propre intérêt de classe. Et en même temps, tu seras d'accord avec moi que ça suppose de comprendre qu'à un moment donné, soit ces gens-là, il y a une formule de Victor Hugo dans Les Misérables que je vous livre, c'est pas le dernier mot de Victor Hugo sur la question, mais enfin en 2 mots, il dit à 20 ans on se bat pour ses idées, à 40 pour sa famille. C'est tragique comme formule. Mais donc il y a un moment où la question que je voudrais te poser, qui est une question très simple, c'est au fond, est-ce que tu penses que dès le départ, ces gens-là, dans leur engagement révolutionnaire, c'était un engagement en fait qui n'était pas pensé, qui n'était pas subjectivement consistant et habité, et ça explique au fond que dès que est en jeu au fond la construction de leur vie à long terme, matérielle, très vite les intérêts de classe reprennent le dessus? Ou est-ce que non, ils étaient vraiment subjectivement consistants et c'est quelque chose qui se joue à un autre niveau, leur abdication subjective, qui serait la difficulté, l'épreuve du concret, ou je sais pas. C'est la première question. La deuxième question aussi, sur cette déconnexion avec la classe ouvrière, beaucoup d'entre eux, et c'était une grande question, de rejoindre les ouvriers. Il y a le fameux livre de Linhart. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec on a un grand témoin, hein. Madame Linhart est là. Oui, c'est tout à fait la question de... Mais il y avait aussi la gauche prolétarienne, d'ailleurs c'était quelqu'un de la gauche prolétarienne. Je suis encore là. Elle pourra t'en parler tout à l'heure. Mais lui, il était de la gauche prolétarienne. Oui. Robert, oui. Donc, et moi aussi. Vous aussi, bon. Mais donc ces questions-là de rejoindre la classe ouvrière étaient centrales. Oui. Ah oui. Donc, et on l'a fait. Donc, où est-ce que tu situes, toi, où, si tu veux, à quel moment la logique de l'intérêt de classe va être dominante, à tel point que leur engagement ne signifie plus rien? Alors, il en va du destin de classe comme d'autres destins, c'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Quand je parle du ralliement de la petite bourgeoisie intellectuelle dans son ensemble, et notamment de ses intellectuels, à l'ordre établi, pour les raisons que j'ai expliquées, c'était pas une trahison, j'utilise jamais le mot, je peux utiliser le mot renégat, mais je peux y mettre des guillemets. Il y a toujours des exceptions à la règle. Dans le cas de Robert Linhart, ça fait partie des exceptions. Il y a toujours des traîtres à leur classe dans l'histoire. Même Jean-Paul Sartre, sur lequel on peut émettre des réserves, il avait l'habitude de le dire. Il appartenait, on peut dire, sinon à la bourgeoisie quand même, c'était les familles de médecins, etc. Enfin bon, c'est un bourgeois cher supérieur. Hein, et il disait toujours, je suis un traître à ma classe. Bon, dans ses manières de fonctionner, on peut dire qu'il y avait aussi pas mal de traits petits bourgeois. Enfin bon, notamment qu'il est devenu un gourou, etc. Mais il y a toujours des gens qui étaient comment dirais-je, des réfractaires ou des dissidents par rapport à leur propre classe. Moi, je parle du phénomène général. Le phénomène général, c'est que dans une situation donnée, alors on parle de l'intelligentsia, on pourrait renvoyer, puisque ce mot vient du russe, de l'intelligentsia révolutionnaire russe, hein, qui effectivement était composée que d'intellectuels, par définition. Hein. Ces gens-là, effectivement, sont arrivés au pouvoir avec une révolution qu'ils avaient quand même contribué à organiser. Alors là, il y a tous les débats avec les anarchistes sur lesquels je ne vais pas rentrer. Non. Mais ça n'est pas un hasard si peu à peu le socialisme s'est transformé en capitalisme d'État. Et ça, c'est une divergence que je peux avoir avec le camarade Dominique. Hein. Je renvoie à des livres connus de gens qui ont participé aux révolutions, qui n'ont pas participé, qui étaient à l'Est, notamment le socialisme des intellectuels de Václav Mahaïvski, militant révolutionnaire, et qui dit, bon, ben, ces gens-là sont devenus des capitalistes du savoir, hein, et donc ils ont mis à profit, ils ont mis en valeur leur savoir pour diriger. Un autre livre qui est sorti bien après, de 2 sociologues hongrois, Konrad et Szelezny, qui s'appelle La marche au pouvoir des intellectuels, c'est la même chose. Je veux dire que l'intelligentsia, en général, lorsqu'elle arrive au pouvoir,
a plutôt tendance à se poser, si elle arrive vraiment au pouvoir cette fois-là, hein, comme classe dirigeante, je suis en train de dire, elle a éliminé le pouvoir de l'ancienne classe dirigeante. Hein, que ce soit le tsarisme, que ce soit la bourgeoisie. Moi j'étais, et là ça va me permettre de faire une transition, j'ai vécu à Cuba pendant 5 ans. Hein, j'étais allé à Cuba, moi à l'époque j'étais trotskiste, je ne cache rien, 4e international. Bon, Cuba pour nous était la Mecque du socialisme en construction, alternative au maoïsme et au stalinisme. Bien, je vais à Cuba, pas du tout envoyé par le gouvernement en coopération, mais en tant que militant. Bon, avec tout ce que ça implique. J'y suis resté 5 ans. Bon, mais ce à quoi j'ai assisté durant ces années, c'est que des véritables révolutionnaires, hein, pas des radicaux de campus comme chez nous, hein, des gens qui avaient les armes à la main, avec des risques, avec des morts, des blessés, etc., conquis le pouvoir. Ils ont vraiment éliminé l'ancienne classe dirigeante. Là, il n'y a pas à dire. En plus, directement affronté avec l'impérialisme états-unien. Ces gens-là, peu à peu, ont mis en place un système social appelé socialisme, qui était défini officiellement par le contrôle des moyens de production et d'échange, naturellement l'étatisation, l'éducation, la santé, etc. Et le discours était, le socialisme, c'est quand l'État contrôle l'ensemble de la société. À la base, je peux vous dire qu'il y avait les comités de défense de la Révolution dont les mobilisations servaient à aller à la canne à sucre, l'entraînement militaire dans la milice, surveiller les voisins qui pouvaient être contre-révolutionnaires, mais ce n'était pas des soviets, hein, loin de là, des comités CDR. Bon, et peu à peu, il s'est passé ce qui s'est passé. Cette classe, non seulement a reconduit des privilèges aussi, une répression contre les dissidents. Au début, c'était symptomatique. Quand je suis arrivé à Cuba, on pouvait encore parler politique dans la rue, et même critiquer des déviations, si on peut dire, du régime, à partir de, surtout après la mort du Che, mais il n'y a pas que ça, quand elle est devenue vraiment une nouvelle classe dirigeante, les gens, ils préféraient parler de femmes ou de baseball. Bon, les Cubains ont toujours parlé de femmes, mais de baseball. Il ne fallait pas parler de politique. Bon, tout ça pour vous dire, à la fin, j'en avais déduit, moi, que Cuba n'était pas socialiste, parce que la question, c'était, l'État contrôle tout, c'est ça le socialisme. Et moi, je disais, qui contrôle l'État? Ça, c'était une question contre-révolutionnaire. Mais ça, tu as eu le tort d'en parler. J'ai eu le temps d'en parler, effectivement, à René Dumont, un agronome, un journaliste du Monde. Et puis surtout à quelqu'un dont... Voilà, à quelqu'un dont je vais parler, à Régis Debray. Et je me suis retrouvé, au bout de 5 ans, en prison, pour espionnage et propagande contre-révolutionnaire. Mais sans Régis Debray, j'y aurais été aussi, au trou. Hein, sans Régis... Mais, alors, on va arriver à Régis Debray. Oui. Régis Debray est un personnage qui aime, lui, encore plus que Bernard-Henri Lévy, est au centre de l'action et avec le statut de conseiller du prince. D'ailleurs, on l'appelle dans la deuxième droite le prince des conseillers. Il a conseillé d'abord Che Guevara. Parce que Che Guevara, oui, si, au début, durant la Révolution, si. Il faut savoir comment ça s'est passé. Un article sort dans les temps modernes qui explique la stratégie révolutionnaire cubaine. Che Guevara le lit. Il est très intéressé. Il en parle à Fidel Castro. Ils le font venir à La Havane. Et il a de longues discussions avec le Che, pas seulement au comité central, dans l'appartement de Fidel, etc. Il devient un homme de confiance, etc. Il fait un bouquin, Révolution dans la Révolution, hein, sur la nouvelle stratégie de prise du pouvoir. Hein. C'est pas les villes qui encerclent les campagnes qui encerclent les villes, c'était autre chose, c'était le foyer révolutionnaire, etc. Bon. Ensuite, je passe. Hein. Je ne vais pas, si vous me posez des questions dans la guérilla, on pourra... Revenons à l'épisode qui te concerne. Oui, alors, vous savez ce qui lui arrive. Bon, il va dans la guérilla, il se fait prendre, bien. Il avait une mission de Fidel dans la guérilla. Enfin, il y avait, Fidel Castro ne pouvait pas communiquer directement avec Che Guevara. Il fallait quelqu'un qui porte un message. Tout était fliqué, le téléphone, machin, etc. Bon, peu importe. Il est pris, donc, Camiri, donc en Bolivie. Normalement, il aurait dû être liquidé. Il n'a pas été liquidé parce que c'était le fils de Madame Janine Alexandre Debray, militante gaulliste, résistante. Il a dû la vie sauve. Au début, il a été tabassé. Il a aussi eu le droit à des fausses exécutions. Bon, puis ça s'est arrêté. C'est la biographie de Debray. Oui, c'est Debray dont je parle. Je ne sais pas si tu as répondu à ma question. Oui, c'est ça, on s'est éloigné. Mais non, toi tu me dis c'est Debray, alors moi je suis Debray. Oui, mais on a trop développé sur Debray. Bon. Donc, il s'agissait de répondre à la question, est-ce qu'ils étaient, au fond,
Ils étaient génétiquement incapables Non, c'est pas d'avoir une génétique. conscience de classe. Non, c'était pas génétique. Non. Mais Ils peuvent avoir comment dirais-je, dans un contexte de lutte de classe, de développement du capitalisme, et avec un certain type de régime, ces gens-là, normalement, je parle de la petite bourgeoisie intellectuelle, ont pour vocation, dans un système capitaliste développé, moderne, d'être, et là je reprends, même si ça ne te plaît pas, la définition d'être des agents dominés de la domination. Et pas autre chose, d'une manière ou d'une autre. En faisant les bouffons, en étant expert, etc. Tout ce qu'on voudra. En étant communicant, en étant prof, ils ne peuvent pas être autre chose. Simplement, il y a des conjonctures où justement, pour être agent dominé de la domination, il faut déjà avoir un poste de dominant. Mais le problème, c'est que dans l'Europe du Sud, ça ne se pouvait pas se passer. Ils étaient verrouillés, il fallait voir. Il faut être verrouillé. Comment va-t-on enseigner le marxisme de manière massive? Comment va-t-on faire chez Franco ou chez Salazar ou dans l'Europe gaulliste? Tu me permets à ce point-là Ouais. de faire une intervention Ouais. juste. oui. Ah oui, tu peux, à n'importe quel moment. Voilà, tu vois, ça m'intéresse parce que ce que tu décris au fond, on peut se poser la question, ce qu'on appelait les révolutions du printemps arabe. Oui. On peut, en t'écoutant, on peut vraiment se poser la question c'est la question, c'est-à-dire, est-ce que, tu vois, comment tu analyses au fond ces révolutions? Parce qu'on pourrait dire Oui. au fond, tout à fait, l'analyse que tu fais de ce qui s'est passé il y a 30-40 ans, on pourrait l'appliquer au fond à la question des révolutions arabes et se poser la question de dire au fond, soit analyse que j'appellerais un peu disons des déterministes, qui consisterait à dire bah oui, c'est une petite bourgeoisie devant un pouvoir verrouillé et qui, si au fond, qui chercherait à moderniser pour pouvoir être tout à fait les agents dominés de la domination dans cette modernisation. Oui, mais ils ne le pensent pas consciemment quand ils sont révolutionnaires. Hein. Alors voilà, et en même temps, tout à fait, Ils étaient sincères, la et de plupart. voir, non seulement sincère, mais être véritablement Convaincus. inventif, et même inventif et conceptuellement, C'est leur rôle. L'innovation, c'est eux. mais politiquement au sens... Ah oui, l'innovation politique aussi, Oui, mais je technique, dirais- culturelle. Non, mais pas je dirais au sens... Le changement dans la continuité capitaliste, c'est eux. Oui. Attends, Continue. laisse-le formuler vas-y. sa question. Et c'est ma question. C'est ça. Alors, Toi, printemps toi, arabe. tu es... Attends, Ram, que tu prends un exemple concret. Pour moi, c'est très différent. Dans le printemps arabe, l'horizon, c'était pas le socialisme ou le communisme, fut-il mythique. Il y avait dans l'horizon des 68 arts, moi je suis allé en vacances, je revenais de Cuba, à Cuba, j'ai quand même pu aller en vacances avec l'épouse cubaine que j'avais à l'époque, pendant 2 mois, en France, en 1969. Mais c'est là que je me suis aperçu que, si ça se trouve, je n'aurais pas été à Cuba à ce moment-là, j'aurais été 68 arts comme les autres, et j'aurais peut-être reconverti mon capital culturel révolutionnaire avec ou sans guillemets, pour faire exactement comme les autres. Il s'est trouvé que j'étais absent. Je débarque, 69, alors quand on lisait la prose des journaux gauchistes et les bouquins de chez Maspero, etc., on avait l'impression que c'était l'ébullition générale. Bon, on sortait. Moi, je me rappelle, j'étais par curiosité 2 fois. J'étais à Normal Sup un coup pour voir ce qui se passait. Gros discours, il y avait Badiou évidemment encore, déjà plutôt. Et puis j'étais aussi à la Mutualité. Il y avait un meeting Mao. Ils avaient le petit livre rouge à la main. C'était grotesque, en l'agitant comme ça, hein, avec des slogans. Nicole va nous en parler tout à l'heure. À Mutualité. On est en 69, en juin 69. Et je sors de là, dès que je suis sur les quais ou sur les grands boulevards. La France n'était pas en ébullition, faut pas déconner. C'était un microcosme qui s'excitait comme ça. Bon, j'ai trouvé ça parfaitement ridicule. Hein. Bon, peu importe. J'ai dit, mais où ils sont? Ils sont complètement déconnectés. Le printemps arabe, ça a été un mouvement populaire de mécontentement et de protestation, et même de revendication, dont les 2 cibles étaient effectivement la misère, l'exploitation, et d'autre part la répression, et même 3 cibles, la corruption. C'était pas le socialisme et le communisme, pas du tout, dans leur tête. Bon, après coup, on peut trouver dans CQFD un machin pour nous expliquer c'est l'autogestion. Ça, c'est du pipeau, je les laisse. Je vais pas commencer sur la révolution pour les nuls, c'est un autre thème.